à tous, bienvenue dans le CQFR, nous sommes le lundi 29 juillet, les Jeux Olympiques ont démarré officiellement, il y a eu cette cérémonie d'ouverture exceptionnelle, n'ayons pas peur des mots, avec quelques joueurs et joueuses mis en avant, notamment les porte-drapeaux qui sont LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Dennis Schroeder ou Emma Messman, mais aussi Tony Parker qui a été l'un des relais de la flamme olympique jusqu'à ce qu'elle arrive entre les mains de Marie-Josée Pérec et Teddy Riner qui ont pu allumer la vasque. Ensuite, on a eu droit à des matchs de basket déjà, le tournoi olympique a commencé. Et évidemment, on va parler de l'entrée en matière des Bleus. La France a battu le Brésil 78-66 pour son premier match. Que dire de cette rencontre Bon, déjà l'essentiel est assuré, c'est-à-dire que l'équipe de France a gagné, ce qui est un premier pas intéressant. Par contre, début de match absolument chaotique pour les Bleus, qui étaient menés de 12 points au début du deuxième quart-temps. Honnêtement, il n'y a rien qui allait ou presque. Il n'y avait pas de lion. Il y avait la défense tant souhaitée par Vincent Collet n'était pas au rendez-vous. C'était assez déprimant, on ne va pas se le cacher. On pouvait mettre ça aussi sur le compte de la nervosité, de l'excitation. Euh, Vincent Collet en a d'ailleurs parlé après, il avait trouvé ses joueurs nerveux et tendus, même Victor Wembanyama. Euh, Puis après, les choses sont progressivement éclaircies au gré du match et des rotations. Juste avant la mi-temps, notamment, Victor Wembanyama et Nicolas Batum, qui ont peut-être, à mon sens, été les deux meilleurs joueurs français sur ce match, ont aidé les Bleus à passer un 11-0 brésilien. On a repris les commandes et on les a plus lâchés. Euh, Victor Wembanyama qui finit avec 19 points, 9 rebonds et 4 contres pour son premier match aux Jeux Olympiques. Et Nicolas Batum qui a donné l'impression de retrouver sa prime jeunesse, 19 points, 5 rebonds, quelques paniers très importants, notamment sur le tir extérieur. Et donc Wembanyama et Batum ont été les deux meilleurs marqueurs de la rencontre pour les Bleus. Et globalement, je trouve qu'ils ont porté le collectif. Un collectif qui n'a pas été fantastique dans un premier temps et qui a retrouvé un peu de solidité et de rigueur ensuite. À 5 minutes de la fin du match, il n'y avait qu'une possession d'écart entre la France et le Brésil, donc c'était quand même assez tendu. Puis c'est là que tes role-players sont intervenus, en dehors de Wembanyama et Batum, comme je le mentionnais. On a vu par exemple Isaiah Cordigné apporter vraiment de bonnes choses, je trouve. Il a marqué un panier assez important. Derrière, il y a eu un panier à 3 points aussi de Franck Nilikina, qui a retrouvé son adresse au bon moment. Et ça a permis aux Bleus de reprendre 9 points d'avance et de respirer pour conclure cette rencontre et au moins remporter le premier match, ce qui était l'essentiel. Bon, tout n'a pas été parfait, très loin de là, comme je le disais. Il y a encore ce problème des pertes de balles. 19 ballons perdus par les Bleus sur cette rencontre. Bon, ils ont manqué 4 de leurs 22 lancers francs, ça peut arriver. Le secteur extérieur, toujours ce secteur extérieur qui a pas vraiment brillé, comme en témoignent les 32% à 3 points de nos arrières. C'est les mêmes défauts qui persistent, c'est les mêmes lacunes qu'on a vues en préparation. À nouveau, on a vu des choses très intéressantes, mais plus sur le plan individuel que collectif, j'ai trouvé. Évidemment, Victor Wembanyama a été impressionnant par séquence avec de la réussite, des paniers très compliqués qu'il a réussi à marquer, des dunks. Défensivement, il a aussi réussi des contres spectaculaires qu'on ne voit pas tous les jours. Donc individuellement, il y a eu des bonnes choses. Collectivement, c'est un peu plus... On ne va pas utiliser le terme inquiétant parce on a déjà été inquiet. On est inquiet depuis le début de la préparation. On espère évidemment les voir faire mieux, mais on est inquiet. Et là, contre le Brésil, qui a bien démarré, mais qui quand même sur le papier a un collectif bien plus faible que celui des Bleus, et même au niveau des individualités, contre une équipe plus forte que le Brésil, j'ai un peu peur parce que le Brésil a perdu 20 ballons, donc a perdu plus de ballons que l'équipe de France, a été moins adroit au lancer franc, 13 sur 19. Et finalement, quand il a fallu punir vraiment les erreurs des Bleus, les Brésiliens n'ont pas été au rendez-vous. Donc c'est presque une chance pour l'équipe de France de ne pas avoir affronté une équipe un peu plus forte d'entrée. J'aurais été moins rassuré. Bon, et puis les intérieurs français, notamment Wembanyama, ont réussi à faire la différence contre les intérieurs brésiliens au bon moment. Donc voilà, on peut dire qu'on est inquiet sans tirer totalement la sonnette d'alarme. On attend beaucoup plus de cette équipe, bien entendu. On attend plus de certains cadres, Evan Fournier, Nando De Colo, Rudy Gobert. Enfin, voilà, ça a été un match aussi difficile pour Rudy. Globalement, il y a eu des difficultés, l'entame notamment. On va voir si les Bleus pourront répéter ça, enfin, corriger ça plutôt lors du prochain match qui sera contre le Japon demain mardi à 17h15 si je ne dis pas de bêtises. Corrigez-moi dans les commentaires si je dis des bêtises. Mais en tout cas, les Bleus ont commencé par une victoire. Il y a une autre équipe qui était très attendue et qui a commencé par une victoire, c'était Team USA qui affrontait la Serbie hier soir. Le match de gala de ce début de tournoi olympique.
Team USA a gagné 104-90. On s'attendait à une victoire américaine. On s'attendait peut-être pas forcément à ce que les États-Unis soient portés par les papis LeBron James et Kevin Durant, qui ont été les deux meilleurs Américains. Je pense que c'est assez indiscutable. Euh, la Serbie avait bien démarré. La Serbie tenait Team USA en joue dans le premier quart-temps. Et petit à petit, et un peu fidèle à ses habitudes et à sa tradition, Team USA a accéléré en allant plus vite en attaque, en jouant plus simple, plus direct, en multipliant les pénétrations, en étant incroyable à 3 points, il faut le souligner quand même. Team USA a shooté à 18 sur 32. Et finalement, cette approche a porté ses fruits. Euh, les Serbes ont été surclassés sur le tir extérieur, ont été surclassés dans la raquette. Et Team USA a petit à petit creusé l'écart avec au final 26 points. 26 points d'avance. Je reviens sur les performances de LeBron et de KD. KD, on n'était pas sûr du tout qu'il jouerait le premier match. Il était annoncé comme très incertain. Et finalement, il a tenu sa place en sortie de banc. Et il a mis un bazar pas possible quand il est entré en jeu. Il est entré à 2 minutes 30 de la fin du premier quart-temps. Direct, il a enchaîné les paniers à une vitesse et avec une adresse incroyable. Après 9 minutes de jeu, KD était à 21 points. 21 points avec aucun tir manqué, à 3 sur 3 à 3 points, aucun ballon perdu. Juste avant la mi-temps, il met un panier au buzzer en fadeaway qui est typique de ce qu'il est toujours capable de faire. Et au final, il finit avec 23 points en 16 minutes, je crois. Enfin, quelque chose d'assez délirant pour un joueur qui n'a pas joué du tout de la préparation, mais qui est quand même ultra dominant au niveau international. C'est qu'à chaque compétition de Team USA à laquelle il a participé, ça a été le meilleur joueur. Donc finalement, voilà, en ça, c'est pas étonnant, mais c'est plutôt le fait qu'on l'avait pas vu jouer avant qui rend cette performance contre une bonne équipe de Serbie assez étonnante. Et LeBron, bon, voilà, LeBron inoxydable à 39 ans, 21 points, 9 passes, 7 rebonds, une facilité physique, une facilité technique. Voilà, il a dominé son sujet, il a aidé Team USA à ne pas être trop en difficulté sur cette rencontre. On va noter quand même du côté américain le match déjà très difficile de Joel Embiid. Pendant la préparation, on avait vu des irrégularités, enfin un niveau de jeu assez inconstant de sa part. Il se cherchait au niveau du basket FIBA, il se cherchait dans ce collectif-là. Là, faible impact pour Joel Embiid qui a encore commencé le match, mais qui a été limité à 4 points, à 2 sur 5, 2 rebonds, 3 fautes et 2 ballons perdus en 11 minutes. Steve Kerr a rapidement bifurqué vers une autre option avec Anthony Davis qui comme depuis le début de la préparation, a été très bon. Et le plus inquiétant peut-être pour Joel Embiid, c'est que c'est le seul joueur de Team USA avec un plus-minus négatif, moins 8 pour Joel Embiid. Et malheureusement, ça en dit quand même long sur son absence d'impact en si peu de temps. Et dans un match remporté de 26 points par les États-Unis, moins 8, ça fait un peu tâche. Il y avait un contexte, mais c'est un contexte qui retrouvera tout au long du tournoi. C'est-à-dire que le public français l'a pas épargné. Forcément, les gens sont toujours chagrinés de l'avoir vu préférer Team USA à l'équipe de France et il a été assez copieusement hué à chaque fois qu'il touchait le ballon. Je suis pas sûr que ce soit ça qui l'ait fait passer à côté de son match. Hein. Avec les Sixers, il a connu ce genre de situation, notamment du côté de New York. Mais ouais, Joel Embiid, match très compliqué. Il aura l'occasion de se rattraper prochainement, notamment mercredi contre le Soudan du Sud pour le prochain match des États-Unis. Un petit mot peut-être sur Nikola Jokic. Jokic qui n'a pas démérité du tout. Qui pour le coup, quand il était sur le terrain, ça a fait 81-81. Quand il n'était pas sur le terrain, c'est-à-dire à peine une petite dizaine de minutes, 3-29 pour la Serbie. 3 points marqués par les Serbes, 29 marqués par les Américains. Donc Jokic absolument indispensable pour la Serbie. Les Serbes, ils ont quand même montré des bonnes choses. Ce ne sera pas un adversaire à prendre à la légère comme à chaque fois, c'est une évidence, mais ils ont montré plutôt un bon visage contre Team USA. Il y avait d'autres scores, d'autres matchs à noter dans ce début de tournoi olympique. L'Australie qui avait ouvert le bal avait fait très très belle impression contre l'Espagne en ouverture, je trouve. Une victoire 92-80 avec un excellent Josh Giddey, qui n'est pas forcément la star de sa sélection. On sait qu'il y a Patty Mills notamment et d'autres joueurs NBA qui ont plus de bouteilles en équipe nationale, mais Josh Giddey a été vraiment très très bon. J'ai bien aimé le Canada, évidemment, qui a assuré contre la Grèce 86-79. Les Canadiens se sont fait un peu peur. La fin de match était tendue. Giannis Antetokounmpo a ramené la Grèce dans le match, mais il a fallu un panier important de Shai Gilgeous-Alexander à 40 secondes de la fin. SGA qui a été clutch
pour permettre au Canada de prendre l'air et finalement de s'imposer 86-79. Là aussi, c'était important de bien démarrer parce que le Canada est un des favoris du tournoi et que dans un groupe aussi chaud que celui-là, où tu as l'Australie, l'Espagne et la Grèce, c'est très bien de commencer par une victoire contre l'équipe théoriquement la plus faible, si on peut appeler ça une équipe faible, de ce groupe de la mort. Il y a aussi l'Allemagne, championne du monde, qui a géré le Japon. Pas grand-chose à dire sur les Allemands, qui ont été solides, productifs en attaque, plutôt rigoureux en défense contre, là aussi, l'équipe normalement contre laquelle elle devrait le moins lutter dans cette poule. Les Allemands qu'on rencontrera, nous, les Français, à la toute fin, peut-être, on l'espère, pour la première place de cette poule. En tout cas, c'est pas tout de suite. Avant, les Bleus jouent contre le Japon et l'Allemagne jouera contre le Brésil. Sur les matchs de dimanche, il y avait aussi le match entre le Soudan du Sud et Porto Rico. C'était le premier match de l'histoire pour le Soudan du Sud, le premier match olympique. On avait pas mal parlé des Soudanais, des Sud-Soudanais ces derniers jours, avec ce qu'avait déclaré Gilbert Arenas, avec Paul Pierce, avec la réponse super classe de Luoldeng. Donc on les attendait pour voir sur ce premier match olympique ce qu'ils seraient capables de faire. Eh bien, ça a donné une victoire. Ça a donné une victoire puisque le Soudan du Sud a gagné 90-79 contre Porto Rico. Ça avait démarré par un couac, je ne sais pas si vous avez vu, mais les organisateurs ont joué l'hymne du Soudan et pas du Soudan du Sud. Ça peut vous paraître anecdotique, mais c'est quand même un pays dont le Soudan du Sud a obtenu l'indépendance et avec lesquels il y a eu des graves conflits et des choses assez sombres. Donc ça a forcément été un peu délicat comme entame de match. Mais le public a applaudi, le public a recouvert un peu le bruit de l'hymne national et puis ils ont pu changer et avoir le droit à leur hymne national. Wenyen Gabriel et ses coéquipiers. Voilà pour le début du tournoi olympique. Place aux filles aujourd'hui. Alors je crois que ça commence par un Belgique-Allemagne que je vais suivre avec beaucoup d'intérêt. La Belgique étant forcément l'un des principaux concurrents de l'équipe de France, à distance en tout cas pour une médaille. Belgique-Allemagne à 13h30 et les Bleus qui font leur entrée en matière à 17h15 là aussi, si je ne dis pas de bêtises, contre le Canada, un match qui sera tout sauf simple mais qu'on va suivre avec beaucoup d'impatience. On espère que les Bleus vont démarrer fort cette compétition là aussi dans un groupe pas si simple. Voilà. On va sortir un peu du tournoi olympique pour une petite information qui est tombée pendant le week-end. Je crois que c'était dans la nuit de vendredi à samedi. Ça peut là aussi paraître anecdotique parce que c'est pas un joueur majeur de la ligue, mais Tyus Jones était l'un des derniers free agent un peu vraiment attendu, ou en tout cas dont on se demandait pourquoi personne l'avait encore recruté, parce que c'est un joueur c'est pas encore un trentenaire, et puis c'est surtout un excellent meneur backup dans un premier temps à Memphis, mais qui a montré aussi à Washington, malgré la grisaille, qu'il était capable d'être très bon. Et Tyus Jones a donc enfin choisi son équipe. Il a choisi la situation sportive plus que le financier. Et Tyus Jones s'est engagé avec les Phoenix Suns pour 1 an et, je vérifie, 3,3 millions de dollars, d'après Adrian Wojnarowski d'ESPN. Je trouve personnellement, alors si vous nous suivez depuis quelques temps, vous savez que j'adore Tyus Jones, que j'adore globalement les meneurs qui ont un excellent ratio assist-turnover en NBA. Tyus Jones, c'est le roi du ratio assist-turnover en NBA. Il a les 3 meilleures saisons sur ce ratio-là de l'histoire de la NBA, dont la dernière avec Washington, qui est la meilleure de tous les temps, tout simplement. Et là, les Suns, qui prenaient pas assez soin du ballon la saison dernière, faute aussi de disposer de vrais meneurs capables d'organiser le jeu. Ça jouait avec Devin Booker et Bradley Beal, qui sont quand même des joueurs et des meneurs scoreurs dans un premier temps, des arrières scoreurs. Là, les Suns, donc, qui perdaient beaucoup de ballons, maintenant, ils ont les 2 spécialistes en NBA de ce fameux ratio dont je vous parlais, le ratio passe décisive, perte de balle, puisqu'il y avait déjà Monte Morris qui était dans l'effectif et qui était arrivé un peu plus tôt dans l'intersaison. Donc ça change quand même pas mal de choses. Je trouve que ça rend Phoenix plus solide, plus intéressant. Ça donne des options aussi à Mike Budenholzer, qui est le nouveau coach des Suns. Il peut utiliser un meneur traditionnel, Tyus Jones ou Monte Morris, et jouer avec 3 arrières, avec Devin Booker et Bradley Beal. Il y a Kevin Durant évidemment au poste 4 et Yusuf Nurkic pour le moment au poste 5, mais ça donne des options différentes. C'est ce qui est intéressant et c'est ce que n'avaient pas les Suns la saison dernière. Et vu que là, la fenêtre est quand même assez courte, Kevin Durant ne rajeunit pas. On a déjà parlé de chambardement possible. Il y a un propriétaire, Matisse Bia, qui est très pressé. On a vu que sur les investissements, il lésinait pas. Et là, avoir une équipe plus cohérente finalement dans le jeu avec un meneur comme Tyus Jones, qui fait clairement un pari, et il l'a dit lui-même, il a dit j'ai choisi
plutôt que des offres plus lucratives ailleurs en NBA. Je crois que j'avais entendu parler d'Atlanta et d'un retour à Memphis potentiellement. Il a choisi l'exposition sportive, donc dans une équipe qui va, en tout cas qui aspire à jouer le titre, plutôt que l'argent immédiat. Par contre, c'est un contrat d'1 an, donc si Tyus Jones est bon, il va évidemment pouvoir prétendre à un salaire supérieur la saison prochaine. Donc voilà, je suis assez. Voilà, on n'est pas dans l'analyse encore des forces en présence pour la saison prochaine. Là, on est en plein tournoi olympique, mais évidemment qu'on va revenir dessus à un moment. Et je pense que personnellement, mon avis sur les Suns aura un peu changé, en tout cas sur leur capacité à ne pas décevoir autant que ce qu'ils ont malheureusement fait cette saison. Cette saison en NBA, je ne dis pas que c'est l'équipe, que ça va devenir l'épouvantail de la conférence Ouest, mais ça apporte quand même plus de cohérence. Il y a eu un changement de coach, de nouvelles arrivées, donc je trouve que voilà, les Suns sont intéressants et on en reparlera évidemment prochainement pendant l'intersaison et lorsque les training camps et la pré-saison approchera. Voilà pour l'actualité du jour. Vous pouvez évidemment continuer de nous suivre sur le site, sur Basket Session, où on vous fera des comptes rendus des matchs, où il y aura toujours des articles sur ce qui se passe au tournoi olympique et sur les éventuelles rumeurs et signatures en NBA. Et puis alors, il y aura normalement pas de podcast cet après-midi. On en fera peut-être un demain. Mais il y aura quand même le CQFR demain matin et on se retrouve pour ça. Je vous souhaite une très bonne journée. Bonne chance aux Bleus pour leur entrée en matière, aux Bleus au féminin pour leur entrée en matière tout à l'heure contre le Canada. Et bonne journée à tous.